I know you told me such a long time ago. Pierre-Frédéric Charpentier est docteur en histoire, enseignant dans le secondaire au lycée Toulouse-Lautrec et chargé de cours à l'Université des sciences sociales de Toulouse-Capitole, auteur de livres sur l'histoire mais aussi sur le rock. Samedi 19 juin 2021, Pierre-Frédéric Charpentier présentait à la librairie Ombre Blanche son nouvel ouvrage intitulé « Imbécile, c'est pour vous que je meurs », Valentin Feldman, 1909-1942, publié aux éditions CNRS. Allons-y. Merci d'être venu à cette rencontre avec Pierre-Frédéric Charpentier, qu'on connaît bien ici, qui est un maintenant déjà illustre historien toulousain. Alors, historien toulousain, pas du tout dans un sens... voilà, mais un illustre historien en tout cas, que j'ai eu le plaisir la dernière fois d'accueillir pour un livre sur un thème tout à fait différent, qui est un peu ton deuxième dada, ou en tout cas voilà, sur Joy Division, le groupe de rock. Mais aujourd'hui, on va parler d'un livre qui est paru dernièrement aux éditions du CNRS, Imbécile, c'est pour vous que je meurs, qui est une biographie de Valentin Feldman, qui est un homme dont on va donc parler là maintenant. Peut-être, Pierre-Frédéric, on discutait tout à l'heure en aparté de l'oubli relatif lié à cet homme par rapport à d'autres résistants qui ont eu une postérité bien plus visible. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment toi tu l'as rencontré ? Alors bonjour à toutes et à tous et un grand merci d'être là aujourd'hui puisque nous sommes en modeste concurrence avec un match de football éminent et l'annonce prévisible des orages à partir de 17h, donc a priori nous sommes épargnés, en tout cas provisoirement. Donc un grand merci à vous d'être là. Et puis bien sûr merci à Ombre Blanche pour cette invitation. Alors Valentin Feldman, c'est quelqu'un d'assez étonnant puisqu'on a retenu de lui les derniers mots qu'il a prononcés au cours de son existence. C'est quelqu'un qui, en juillet 1942, au terme d'activités de résistance assez marquées, est fusillé par les Allemands. Il est fusillé au Mont-Valérien, donc le grand lieu d'exécution des résistants français de l'époque. Et vraiment, c'est un lieu qui a vu passer des centaines de suppliciés. Et au moment où le peloton d'exécution lève les fusils pour l'abattre, il a cette formule absolument définitive, philosophique, qui consiste qui a été reproduite sur le titre et la pochette, « Imbécile, c'est pour vous que je meurs ». Une formule, et qui du coup l'a inscrit dans une petite postérité au niveau de l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est décédé dans cette posture héroïque. Et puis on s'est souvenu que c'est quelqu'un qui avait été un petit peu communiste, qui avait fait un peu de philosophie, on ne savait pas trop exactement quoi, il avait été ami avec des gens, on ne savait plus trop qui, en réalité, Sartre, Beauvoir, Politzer, Yankelevitch, quelques autres. Et à partir de là, il y avait effectivement cet oubli, puisque ces derniers mots l'ont tué une deuxième fois, quoi, en quelque sorte. C'est comme le paradoxe. Et là, il s'est passé quelque chose qui est particulier quand on est chercheur en histoire, c'est de trouver... alors, c'est ce qu'on appelle, on a presque envie de dire, le Saint Graal, c'est de trouver un manuscrit qui est sur des carnets griffonnés à la main et qui ont donné le journal de guerre, le vieil exemplaire personnel, le journal de guerre donc 40-41 de Feldman, qui a été édité donc il y a de cela maintenant presque une quinzaine d'années. Et donc la satisfaction de tomber sur un écrit inédit, donc quelque chose qui est vraiment intéressant et qui, pour un chercheur, enfin, on imagine, c'est quelque chose de très excitant.
La publication a été faite, et si elle a été faite, c'est que j'avais eu la chance de rencontrer la fille unique de Valentin Feldman, une dame âgée qui a accepté, Léon Tessandier-Feldman, qui a accepté de me recevoir, de me communiquer les archives de son père. Et il y a eu donc un projet d'écrire la vie de cet homme, sachant que j'avais aussi des ressources que je n'aurais pas pu avoir autrement. Si vous voulez, c'est plus facile de faire une biographie quand on connaît un petit peu l'environnement. Quand on a vraiment mais rien de rien de rien, et ben on fait rien, quoi. Il n'y a pas matière. Ou alors, si, on peut écrire un roman. C'est une autre variante, mais c'était pas mon projet. Donc à partir de là, effectivement, la découverte d'un individu, et puis en grattant un peu, on voyait apparaître effectivement les gens que j'ai cités à l'instant, quoi, hein, des gens comme des gens qui se sont souvenus de lui, mais avec toujours la référence à ses dernières paroles. Mais enfin, s'ils se souvenaient de lui, c'est qu'ils avaient donc dû le côtoyer. Donc, en cherchant, on pouvait trouver des textes, trouver des éléments, des récits, des mémoires, etc. Et là, c'est un travail un petit peu de recherche patiente, un peu d'entomologiste, mais ça, petit bout par petit bout, on arrive à reconstituer des choses. Et puis, il y a aussi ce qu'on n'arrive pas à reconstituer. Alors, tu es spécialiste de l'histoire intellectuelle de cette période d'avant-guerre. Tu as écrit des livres là-dessus, notamment du rapport à la guerre d'Espagne. C'est étonnant, Valentin Feldman, parce qu'on voit dans ta biographie qu'il a une espèce de syndrome du second rôle, peut-être. Complètement. C'est-à-dire qu'il apparaît effectivement chez plein de gens. On se rend compte qu'il était à la fois tout à fait intégré dans ce milieu philosophique, intellectuel, politique des années 30, mais qu'en même temps, jamais il dépasse trop. Alors, c'était pas forcément quelqu'un qui avait un caractère discret ou quoi, mais pourquoi ce... Ça, je pense que c'est une question essentielle hein, sur sa place finalement dans le champ intellectuel. Et en fait, c'est quelqu'un qui est relativement secondaire, tertiaire. Enfin voilà, il n'est pas dans les premiers rôles, incontestablement. Mais on peut dire, en inversant l'équation, que l'époque est tellement riche que même un troisième rôle est quelqu'un d'important et d'intéressant à ce niveau-là, et vaut la peine d'être connu. Et pas uniquement pour sa mort héroïque, mais aussi par ce qui s'est passé auparavant. Alors il y a plusieurs choses. Hein. D'abord, c'est quelqu'un qui arrive avec sa mère en étant orphelin de père à la suite, c'est un immigré. Il arrive en France au début des années 20. Et c'est quelqu'un donc qui a fui la Première Guerre mondiale, la guerre civile en Russie, qui est un épisode que nous on connaît assez peu en Europe occidentale, mais qui est un épisode absolument effroyable entre 18 et 21-22. Et alors que la famille Feldman était une famille bourgeoise et socialement bien, voire très bien intégrée, ils arrivent complètement démunis dans les meublés de la rue Cardinal-Lenoir à Paris, avec un voisin qui s'appelle Ernest Hemingway, à quelques appartements de là, et qui raconte lui aussi, dans Paris est une fête, les circonstances parfois un petit peu... comment on pourrait dire, un peu roots, voilà, de son installation, c'est pour rester dans la référence anglo-saxonne, de son installation à Paris. Donc c'est pas un démarrage simple. C'est quelqu'un qui a toutes les difficultés au départ pour s'intégrer et personne ne l'attend. Le Valentin Feldman, né à Saint-Pétersbourg en 1909, personne ne l'attend. Et alors le coup de peau, il y en a un véritablement, c'est que son établissement de rattachement, alors qu'il est sur le point donc d'arriver au lycée, s'appelle le lycée Henri IV à Paris. Donc là, évidemment, il va côtoyer du beau monde. Et ça va jouer effectivement, parmi ses amitiés, il y a par exemple le futur speaker de la France libre, Maurice Schumann, et qui est quelqu'un qui sera un gaulliste convaincu de la résistance jusqu'à la fin de ses jours en 97. Et Schumann sera toujours un fervent mémorialiste de Feldman, donc c'est une amitié précieuse. Donc avec des gens comme ça qui se côtoient dans ce cadre-là. Alors il va assister aussi à
à des cours de professeurs dont certains ne sont pas passés à postérité. Et puis à côté d'eux, il y a le philosophe Alain qui donne des cours, effectivement, pour la classe préparatoire à Normal Sup. Donc là, il y a évidemment un référentiel intellectuel qui est extrêmement important. Et puis, il y a du talent, quoi. C'est quelqu'un qui a énormément de talent. Et alors, c'est quelqu'un qui décide d'apprendre le français de manière rationnelle. Alors, il commence par apprendre le français en utilisant les sciences. C'est plutôt drôle. Et il le dit d'ailleurs. Il dit, mais je vais commencer par apprendre le français pour les sciences, parce que là, il n'y a pas besoin de faire des phrases. Donc, c'est un avantage. Et après, donc, du coup, il essaie comment dirais-je, de s'affiner dans les autres matières plus littéraires. Et on arrive à cette espèce d'apothéose du concours général. Alors, le concours général, c'est évidemment une référence encore de nos jours, hein, de toute façon. Et il a la récompense la plus prestigieuse, il a le premier prix de philosophie. Donc pour quelqu'un qui est arrivé 5 ans auparavant, sans quasiment parler le français, il a pris des cours en Russie avant son émigration, mais c'est quelqu'un qui ne parle pas le français sinon. Et il est premier prix de philo au concours général de 1927, dans un palmarès. Alors là, on regrette de ne pas y être, parce que de ne pas avoir eu une retransmission télévisée du palmarès, mais enfin 27, on est malheureusement 10 ans avant la télévision, parce que dans le palmarès, il y a le futur écrivain nantais Julien Gracq, un des rares écrivains français publiés dans la Pléiade de son vivant et disparu il n'y a pas si longtemps que cela. Et puis il y a ce lycéen ô combien méritant du lycée d'Albi, un type qui a un nom absolument improbable, un certain Georges Pompidou, un truc de genre là, voilà. Et on a effectivement cette réunion là au concours général de 27. Donc non seulement il a des bonnes références, je dirais en termes d'établissement scolaire, de positionnement, il est à Paris, donc ça aide aussi, mais il le soulignera toujours des enseignants qui l'ont admirablement aidé, encadré. Il y a certains qu'il n'aime pas, mais d'autres dont il reconnaît évidemment la valeur et le mérite, des amitiés, et puis un talent personnel, et puis une volonté de bûcher permanente. C'est quelqu'un qui donne des cours du soir, qui corrige des copies pour des boîtes privées à quelques centimes la copie, par exemple, mais il fait ça jour et nuit parce qu'ils n'ont pas un sou, ça mérite lui, quoi. Donc là, il y a vraiment c'est important de le souligner parce qu'on est dans une période où ça existe encore, même si on essaie de nous faire croire que ça a disparu, mais c'est un très bel exemple de méritocratie républicaine. Et il a d'ailleurs gardé, tu commençais à le souligner, un rapport très vif à l'enseignement. Oui. Alors, à la fois, lui, dans la manière dont il a appris, et Pierre-Frédéric cite dans le livre des dissertations qu'il écrit à 15-16 ans, qui sont étonnantes. Et ensuite, il passe son temps à citer, à avoir une fidélité à ses professeurs, aux gens qui l'ont formé. Et ensuite, ensuite, quand lui devient enseignant, apparemment, il avait des techniques d'enseignement qui étaient de proximité avec ses élèves et en fait, il est déjà en avance sur la révolution post-68, quoi. Il est au contact de ses élèves comme ça se fait aujourd'hui, mais ça ne se fait absolument pas à l'époque. On a sur Internet quelques photos d'établissements, notamment au lycée de Laon, dans l'Aisne, où on voit tout ce petit monde avec des costumes 3 pièces, tout cela est très masculin au passage, et il y a une espèce de jeune homme ébouriffé à gauche, à l'extrême gauche de la photo, lui le futur communiste, qui fait qu'effectivement on voit ça. Et alors dans les photos qui ont été conservées, il y a des photos incroyables de lui et de ses élèves. Les élèves près du bureau, photographiés avec leur professeur. Dans le bouquin, il y a une photo de lui photographiée par un de ses élèves au tableau avec les phénoménologues d'un côté et de l'autre côté Dieu, avec une sorte de flèche qui va des uns à l'autre, etc. Et lui est au milieu et quelqu'un l'a photographié. Enfin, une photo assez improbable. Et on sait qu'effectivement, il a une relation, et on le sait même par des témoignages d'anciens élèves,
puisque quelqu'un qui était justement un ancien élève du lycée de Laon, et qui s'est exprimé il y a encore quelques années, quelqu'un qui était, je crois, à peu près centenaire, mais qui avait été un ancien élève, avait d'abord été un ancien élève de Claude Lévi-Strauss, et Feldman succède à Claude Lévi-Strauss, et l'élève, donc, il y a quelques années, dit un truc dans le genre Lévi-Strauss, c'était vraiment quelqu'un de très cassant. Lui, les élèves, c'était quasiment militaire. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pour traduire l'idée. Avec Feldman, c'était beaucoup plus détendu. Et puis, petite virgule, et puis avec lui, au moins, j'ai eu mon bac. Donc voilà, la revanche posthume de Valentin Feldman en tant que pédagogue, j'entends évidemment, bien sûr, sur Claude Lévi-Strauss. Et voilà encore une amitié entre deux penseurs de la même génération. Ils se connaissaient, ils ont passé l'agrégation ensemble. Et là, c'est un point important que tu as soulevé dans ta question, dans ta remarque, même plus généralement, c'est qu'effectivement, à cette époque-là, la carrière intellectuelle repose souvent sur l'exercice pédagogique. De très nombreux penseurs, on le voit avec Sartre et Beauvoir, par exemple, sont des professeurs de lycée. On le voit avec d'autres également, c'est vraiment un modèle qui est extrêmement partagé. Et alors Feldman, lui, a un handicap, c'est qu'il lui faudrait passer l'agrégation de philosophie, donc pour pouvoir être nommé titulaire dans un lycée. Et alors il échoue, mais peut-être 7 ou 8 fois, parce qu'il est nul en latin et en grec. Et en fait, il a 0, et le 0 est éliminatoire. Donc il survole les écrits. Il est parfois, d'ailleurs, je crois qu'il y a un des écrits où il est 3e. Et quand on voit les clients de l'époque des années 30, c'est assez impressionnant. Et il échoue à l'oral. Et à chaque fois, il se plante dans les grandes largeurs, à tel point que l'institution scolaire, universitaire, enfin scolaire elle-même s'émeut, et le ministère de l'Éducation nationale, dans ses rapports, dit oui, il y a quand même un candidat là qui devrait faire quelques efforts, ce serait quand même bien senti, ça pourrait quand même aboutir à quelque chose de concret. Et il le cite, enfin, pas nommément, mais on sait que c'est lui, quoi. Un candidat d'allure distinguée qui, ayant eu de très bons résultats à l'écrit, ensuite a connu un naufrage à l'oral en raison de sa méconnaissance des langues anciennes. Bon, il n'y en a pas 36 000, quoi, c'est lui, quoi. Et alors, ce brave Valentin Feldman, du coup, obtient enfin, dernier du classement, il est 10e et dernier du classement, l'agrégation donc à l'été, l'agrégation de philosophie à l'été 1939. Et enfin, donc, une rentrée sereine et avec tous les projets envisageables à l'horizon, quoi. Effectivement, l'été 39. Voilà. On parlait de l'agrégation. Effectivement, on sent que c'est quelque chose de très problématique et difficile à surmonter, notamment dans son refus d'apprendre le grec. Et on retrouve quelque chose du second rôle dans le fait que son épouse a elle eu l'agrégation de philosophie très vite. Oui, alors il s'est marié au début des années 30 avec une jeune femme, Yann Comity. Alors Comity, c'est un nom qui peut évoquer d'ailleurs un nom de ministre, enfin de secrétaire d'État pour être précis, du général de Gaulle et de Pompidou. Et c'est effectivement quelqu'un de la famille. Donc c'est de cette famille-là. Et donc l'épouse de Valentin est elle aussi une jeune femme brillante en philosophie, et elle a l'agrégation en 34. Et lorsqu'on lui dit, mais alors Valentin, cette agrégation finalement, quand est-ce que vous l'avez, il dit même, je crois, à un de ses élèves de Dieppe là, durant l'occupation, il dit, mais de toute façon, la philosophe, c'est elle. Il a cette phrase. Et elle publie, elle est j'ose pas dire la première, mais elle est l'une des toutes premières personnes, donc Yann Comity Feldman, a publié un long article d'analyse, une longue étude. C'est pas juste un recensement, mais c'est vraiment une étude sur le premier bouquin de Sartre, L'Imagination, en 1936, dans la revue de Métaphysique et de Morale. Donc là, une des premières réceptions de Sartre par la critique l'a été par l'épouse de Feldman, et ce qui sera d'ailleurs aura un certain nombre d'à côté, j'ose pas dire de conséquences parce qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, mais toujours est-il que Yann, Feldman et Sartre auront une liaison à la fin des années 30, et il y aura une sorte de ménage à trois avec Feldman qui en souffre atrocement, et dans la série
des aventures contingentes, comme le dit si bien Sartre, il y a celle qu'on oublie, et c'est celle-là, c'est celle avec Yann Comiti. Et c'est une liaison qui n'est pas que sentimentale ou physique, hein, disons le terme, mais également intellectuelle. Dans les archives de Léon Tessandier-Feldman, il y a la première page de l'imagination avec une dédicace de Sartre à Yann en la remerciant pour ses conseils. Donc on suppose qu'elle l'a peut-être aidé par une relecture critique du manuscrit. En tout cas, elle a échangé avec lui avant la publication de ce qui devait être son premier ouvrage. Là, on touche à un des points sensibles, effectivement, du rapport entre l'intime et la vie professionnelle. Alors, au-delà du professionnel, pour Feldman, dans la vie philosophique, disons, dans le rapport avec le couple Sartre et Beauvoir, ils se connaissaient, les deux couples, ils se fréquentaient régulièrement. Tu soulignes le fait que Feldman est un lecteur immédiat de toutes les parutions de Sartre. Et j'ajoute même que c'est probablement le premier enseignant au monde à avoir utilisé la philosophie de Sartre dans son cours à Dieppe en 40-41. En tout cas, si ce n'est pas le premier, ça doit vraiment être un des tout premiers. Parce que, et alors, son ancien élève, Pierre Billard, que j'ai eu la chance de rencontrer, futur fondateur du Point, journaliste, essayiste sur le cinéma, etc., grand rédacteur sur le cinéma, hein, essayiste de cinéma, m'avait dit de toute façon, on avait tout de suite eu droit à Sartre. Dès le départ, voilà, dans les cours de philo, Sartre tenait une place, et ce n'est pas juste une référence comme ça, ici ou là. Et en effet, les deux couples se connaissent dans les années 30, et certains des épisodes de La Nausée sont probablement des choses qui ont été vécues lorsque le narrateur arrive dans le café et met le même disque à chaque fois. C'est des choses qui sont probablement produites, et probablement plus avec Yann Feldman qu'avec Simone de Beauvoir. Et alors le couple Beauvoir-Sartre aime beaucoup Feldman. Feldman a beaucoup de sympathie pour Sartre, et quelqu'un suggère que c'est aussi, comme Feldman était entre-temps devenu un intellectuel communiste engagé au parti, suggère que Feldman justement a pu influencer Sartre dans sa connaissance, non pas l'engagement, ça vient plus tard, mais dans sa connaissance du marxisme, ce qui déjà n'est pas rien, aux côtés de gens aujourd'hui mieux connus comme Nizan ou Politzer, mais que effectivement c'est vrai que ce rôle-là a été totalement gommé par la suite. Et alors, ce qui est certain par rapport au quatuor dont je vous parle à l'instant, c'est que les deux femmes se détestent. Donc là, il y a des espèces d'allusions, enfin, c'est même pas des allusions, quoi. C'est des propos tenus par Beauvoir sur la Feldman qui sont mais assassins. La Feldman qui a couché avec Sartre, ou qui a fait ci, ou qui a fait ça. Et au passage, ça donne aussi une autre image de Simone de Beauvoir, hein, dont on ne conteste absolument pas le magistère intellectuel, mais qui, dans cet épisode-là, n'a pas une attitude quand même très, très glorieuse, quoi, disons-le clairement, quoi. Ce qui ne retranche rien du reste, hein, c'est juste sur cet épisode-là spécifique. Et de l'autre côté, Yann Feldman n'a aucune sympathie pour Beauvoir, et la seule chose qu'elle lui reconnaisse, c'est qu'elle a un très beau teint de porcelaine de Saxe. Voilà. Donc elle a une belle allure. Et en privé, elle dit, et ça c'est Léon qui m'avait raconté ça, elle dit, en parlant de Beauvoir, elle n'est pas sotte. Voilà. Point. C'est réglé, alors ça c'est réglé. Voilà. Alors on pourra peut-être revenir sur la place des femmes à l'époque, parce que je pense qu'il y a plein de choses très intéressantes dans le livre, mais d'insister un peu quand même sur la souffrance de Valentin Feldman, qui connaît les aventures extra-conjugales de sa femme, qui était beaucoup plus mondaine que lui, qui organisait des fêtes, et qui, en même temps, lui, on sent son affinité avec la pensée de Sartre, avec la personne aussi qui le voit régulièrement, et l'utilisation de sa philosophie de manière très, très directe. En fait, les perspectives dans le couple ne sont pas du tout les mêmes. C'est ça qui est assez étonnant, et même on a presque envie de dire détonnant, dans le sens où on a d'un côté une femme qui est vraiment en avance sur son temps parce qu'elle est libre, et comme finalement
peu le revendique à cette époque-là. En tout cas, elle n'en a rien à faire du candidaton, quoi, par exemple. C'est quelque chose qui... Elle vit sa vie. Elle a des aventures extra-conjugales. Valentin, lui, en revanche, est un idéaliste convaincu. Et donc, il accepte la situation, mais il en souffre abominablement. Et c'est vrai que lui est plutôt dans l'idée d'une philosophie de l'action. Et c'est son engagement de la deuxième moitié des années 30. C'est à partir de... Quand on connaît un peu la période, c'est à partir de l'émeute du 6 février 34. Qu'est-ce que je peux faire? Comment agir? Et ça, c'est du début à la fin. Qu'est-ce que je peux faire? Les livres, ça a un temps, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire? Et quand on lit à la fois son journal de guerre et différents textes que j'ai pu retrouver, et certains cités dans la bio, c'est quelqu'un qui parfois a des petits commentaires sur les livres qu'il n'écrira pas. Et quand on est dans la guerre, il sent très bien qu'il ne verra pas la fin. Il y a une sorte d'acceptation d'une forme de destin. Et il y a un propos assez extraordinaire dans son journal en 41. Donc là, il est déjà dans le combat, il entre en clandestinité. Et juste avant d'entrer en clandestinité, il est à Rouen. Il écrit une des dernières mentions du journal en disant « Ah, je pense à tous ces articles que je n'écrirai pas. » Alors, il faut évidemment traduire. Tous ces articles, c'est tous ces livres, voilà, que je n'écrirai pas sur tel ou tel sujet. Et puis, il fait la liste. Et puis, à un moment, il dit « Le néant et l'être. » Voilà. Mais bon, il y en a un autre qui va s'en charger. Et il y a une autre citation aussi que j'avais trouvée, mais que je n'ai pas reproduite, où il dit « Ah non, on ne peut pas dire que l'existence précède l'essence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas formuler ainsi. » Et là, on sent que si Feldman avait vécu... comme d'autres, je citais tout à l'heure Paul Nizan ou Georges Politzer, si au premier abord, Paul Nizan, Georges Politzer et un peu plus derrière, Valentin Feldman avait vécu, on sent que le magistère spirituel de Sartre à la Libération aurait quand même été un petit peu moins simple, incontestablement. Et effectivement, son épouse est très apolitique en fait sous l'occupation. Elle est en train de refaire sa vie avec celui qui deviendra son second mari. Ils divorcent officiellement pour sauvegarder leur fille des lois raciales de Vichy. Lui, qui est d'origine russe, mais également juive, est poursuivi et rattrapé par le statut des Juifs, de manière assez comique d'ailleurs, parce que comme il est né en Russie, alors l'administration de Vichy, qui a un côté à la fois tatillon, et c'est le côté tatillon de la préparation du massacre, c'est-à-dire qu'il faut assassiner les gens, mais il faut le faire bien. C'est un côté un peu français, ça, enfin, de l'époque, j'entends, et vichiste. Il faut bien assassiner les gens, étant bien sûr qu'on assassine les bons. Et en tout cas, assassiner, ils ne le savent pas nécessairement à l'époque, mais bien persécuter, soyons d'accord sur le terme. Et du coup, Vichy lui demande de fournir un arbre généalogique avec ses antécédents sur 3 générations. Donc le type vient de Russie, tout a été bouleversé par la révolution, la guerre civile, tout ce que vous voulez, et il doit fournir un arbre généalogique pour le commissariat aux affaires juives, arbre généalogique que j'ai retrouvé aux archives nationales, on le trouve. Alors du côté comité, tout va bien, ascendance corse catholique, pas de souci, tout baigne. Et puis alors du côté Feldman, il y a une ascendance qui est juive. Du côté maternel. Et puis du côté paternel, c'est plus douteux parce que il serait peut-être issu d'une tribu qui, à l'époque médiévale, aurait été judéisée tout en étant slave. Et là, ça fait un peu penser aux Bienveillantes, où il y a des choses où les nazis se posent la question de savoir si les juifs sont vraiment juifs parce que c'est racial, mais que si en revanche ils ont été convertis, alors là, ça change tout parce que vous comprenez bien, ils ne sont pas vraiment juifs. Voilà. Et alors, il tente une démarche absolument incroyable, enfin, ce qui nous semble incroyable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en février-mars 41, il envoie un courrier qui lui aussi est conservé aux archives nationales, en disant « Mais écoutez, puisque c'est comme ça, je me propose d'aller à Moscou, aller vérifier les archives russes. » Ce qui est une stratégie de survie possible. Et au passage, ça nous fait rire aujourd'hui parce que c'est tellement décalé, mais l'écrivain communiste Jean-Richard Bloch, qui est quelqu'un d'important à l'époque, traverse l'Allemagne nazie pour se rendre en URSS au début de l'année 41 avec son épouse. Et ce qui les sauvera, d'ailleurs, au passage. Donc ça n'est pas totalement impossible. Et effectivement, là, on était sur cette question pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement,
d'une œuvre qui n'est pas forcément, qui devient quelque chose de très secondaire. En fait, ce jeune homme, puisqu'il meurt à 33 ans, a écrit un ouvrage aux presses universitaires de France. Non, c'est pas les presses universitaires, mais c'est l'ancêtre. Et du coup, il est... c'est chez Alcan, j'étais en train de le chercher, c'est chez Alcan. Et c'est un ouvrage sur l'esthétique de 140 pages qui accumule les références, qui honnêtement n'est pas très intéressant à lire, si ce n'est si on est... Enfin, à moins d'être vraiment un spécialiste en esthétique avec des références, et en plus, pas de chance, au moment où il le fait paraître en 1936, certains des bouquins de Bachelard sur la question esthétique vont paraître après, ils ne sont donc pas intégrés au texte. Donc le livre a très vite vieilli, et il se rend compte que c'est pas ce qui l'intéresse le plus, il veut faire une thèse sur l'esthétique du lait et de la laideur, sujet génial hein, en termes d'image, d'esthétique. Il fait des recherches sur les portails des cathédrales, les gargouilles, etc., des fiches à Reims et ailleurs au gré de ses affectations. Et bah, il y a le problème à la fois de l'agrégation et puis de ses engagements qui font qu'il est tout le temps à militer en faveur de l'Espagne républicaine, à militer contre Munich, à faire des émissions de radio, à tout le temps essayer de faire les choses, à avoir cette foutue agrégation de philosophie qui lui pourrit la vie, mais littéralement jusqu'à l'été 39. Et en fait, c'est quelqu'un qui sacrifie son œuvre à tel point que la véritable œuvre finalement qu'on a redécouvert, c'était le journal de guerre là, en question, dont le début est très philosophique, parce qu'on est dans la drôle de guerre, donc rien ne se passe, donc ça ressemble beaucoup au niveau de l'intention et de la forme au carnet de la drôle de guerre de Sartre, par exemple. Évidemment, ce n'est pas les mêmes sujets, ce n'est pas les mêmes écritures, mais enfin, il y a quand même beaucoup de ressemblances, ça a été d'ailleurs souvent comparé. Au moment où la guerre, évidemment, s'anime en mai-juin 40, on a des descriptions mais hallucinantes de la déroute française. Il est sous les bombardements en juin en Bourgogne, il y échappe par on ne sait quel miracle. Il se retrouve un peu plus tard sous l'occupation à Dieppe, puisqu'il est nommé enseignant. Et là, ce sont les bombes anglaises, des bombardements qui lui tombent dessus. Et il a cette phrase prémonitoire en disant « Mais de toute façon, les bombes ne voudront pas de moi ». Voilà. Et donc son ouvrage après devient descriptif, alors avec les petites compromissions des Français ordinaires de l'occupation, avec les Allemands, mais les Allemands aussi qui sont là, à quoi ressemble-t-il, etc. Et puis c'est surtout, et ça devient extrêmement intéressant quand on est sur une lecture, c'est que c'est un ouvrage qui devient, c'est un texte pardon qui devient codifié, avec des allusions au brouillard, et le brouillard, quand il dit je rentre dans le brouillard, c'est pas uniquement parce qu'on est à l'automne, mais c'est le terme qui veut dire la clandestinité. Et là, à l'automne 41, il rentre en clandestinité, il se fait arrêter à la suite d'un sabotage en février 42, 6 mois de prison, de torture. Puis c'est quelqu'un qui ne se laisse pas facilement dominer, j'ai failli dire qu'il ne se laisse pas abattre, malheureusement si, il va se laisser abattre, hein. Mais il ne se laisse pas facilement dominer, parce que, à l'instar de Politzer, il y a une anecdote qui rappelle qu'un jour il a frappé un de ses bourreaux. Donc le type se dit, bon voilà, je vais vous me massacrer, mais vous allez en prendre une, quoi. Et il ne sort évidemment rien, aucun propos, aucune révélation, etc. Et puis il est jugé au terme d'une parodie de procès. Hein, le procès est fait par un tribunal militaire allemand, donc vous imaginez bien quelle est la sentence. Il est condamné à mort, et devant la parodie de procès, il refuse de signer son recours en grâce. En disant, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez ma peau, vous allez la voir. Hors de question que je signe votre papier, là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est cette vieille dame que j'avais devant moi il y a quelques années, qui, âgée de 7 ans, a signé le recours en grâce pour son père. Voilà. 8 ans. Et donc, là c'est une dimension particulière. Je vous disais tout à l'heure, il faut avoir de la matière pour écrire une biographie. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Hein. C'est pas quelqu'un juste qui écrit, mais il faut avoir quand même des gens qui sont là. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient connu Valentin Feldman, donc j'ai cité Pierre Billard. J'ai eu au téléphone Denise Meunier, dont on parlait tout à l'heure. Hein. J'ai eu à la fois des anciens élèves, d'anciennes résistantes qui avaient travaillé avec lui et qui du coup ont été déportées l'une et l'autre à Ravensbrück, à Auschwitz, enfin, des destins absolument extraordinaires. Et là, c'est la magie de la recherche, c'est que face à ces personnes-là, on a l'impression de connecter la machine à remonter le temps et on est d'un seul coup dans le passé.
Et là, on voit les regards qui s'illuminent. « Ah, Valentin !» Et là, d'un seul coup, là, il y a des choses qui sont la récompense, en fait, de la personne qui vient chercher toutes ces informations-là, puis qui, sinon, ces choses-là disparaîtraient. Et puis, bon, pourquoi pas, après tout. Et finalement, Valentin Feldman a laissé de nombreuses traces, alors qui peuvent être infimes régulièrement, mais à la fois dans les récits des grands chroniqueurs de la période, où il apparaît comme ça, un peu au détour d'une phrase, mais enfin, il est toujours présent, et en même temps dans les revues, où ça a été un homme de revue qui a beaucoup publié, d'abord sur de la philosophie sur son propre terrain, ensuite qui a fait beaucoup de chroniques, de recensions de livres, et ensuite sur l'aspect politique. Oui, c'est quelqu'un qui commence de manière assez étonnante à la revue historique de synthèse, la revue de synthèse, hein, tout simplement. Et en fait, c'est une revue qui est très universitaire, dans un très bel hôtel particulier du Marais pour ses réunions mensuelles, avec d'éminents représentants des sciences dans tous les domaines, avec un président de la République comme président. Enfin, c'est très républicain et installé. Et il y a ce jeune homme qui arrive là-dedans grâce à l'amitié de l'un de ses mentors, dont il faut ici quand même rappeler le nom, Victor Bache, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, qui est quand même une figure extrêmement éminente et qui, rappelons-le, a été assassiné par la milice âgé de plus de 80 ans avec son épouse dans la région de Lyon, et qui avait pris Feldman sous son aile parce qu'ils avaient un destin un peu comparable de jeunes immigrés avec talent, s'intéressant à des domaines de recherche proches. Et donc, il l'amène à la revue de synthèse, et où Feldman publie des textes justement sur l'esthétique. Se révèle d'ailleurs un lecteur très attentif de Bachelard, hein, je l'avais cité tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il va y avoir une amitié entre les deux hommes. Et alors, malheureusement, les archives Bachelard sont cadenassées pour X années en raison d'une procédure judiciaire entre les ayants droit, comme ça arrive parfois, hein, quand on fait de la recherche, malheureusement c'est assez fréquent. Et alors là, je ne suis pas capable de vous dire s'il y a des lettres de Feldman, mais dans son journal, il cite en avoir reçu durant un drôle de guerre de Bachelard, donc il y avait une amitié entre les deux hommes. Et oui, il y a ça, et puis un peu plus tard, il écrit dans des revues plus, on va dire, antifascistes, à l'époque où il milite au Parti communiste, une revue qui s'appelle Clarté en particulier. Et durant la Résistance, on lui charge de rédiger un journal clandestin. Alors un journal, vous savez, c'est une feuille renéotypée recto verso. C'est vraiment la feuille format feuille. Hein. Et puis recto verso, d'abord tapé, et ensuite avec le stencil et compagnie, quoi. Et ça s'appelle donc L'Avenir normand clandestin. C'est l'édition de Dieppe, et il est responsable donc pour cette partie de la scène inférieure, comme on l'appelait à l'époque. Et des indices laissent penser aussi qu'il participe à d'autres revues de la Résistance, mais on n'a pas forcément les preuves, mais même si certains indices concordent. Et concernant les traces, alors oui, c'est quelqu'un dont la personnalité a laissé un souvenir très vif aux gens qui l'ont connu. Et on le voit à la fois sur des textes de gens éminents. Alors Beauvoir le cite dans ses mémoires, je ne sais plus dans quel tome, mais elle dit que c'était l'un des noms, avec d'autres, mais l'un des noms de ceux qui l'avaient motivé, elle et Sartre, pour ne pas répondre favorablement à la signature de la pétition demandant la grâce de Robert Brasillac en 1945. En disant, la grâce de Brasillac, non, lui n'a pas levé le petit doigt quand certains, parmi lesquels Feldman, ont été suppliciés. Et voilà, Sartre en parle, mais par rapport à son fameux imbécile, c'est pour que je meure, dans ses cahiers pour une morale. Et un des plus fidèles, qui a, pendant des décennies, rappelé brièvement son nom, n'est autre que Yankelevitch. Et Yankelevitch, donc les deux se connaissaient, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait qu'ils passent un nouvel an au Dôme, à Paris, ensemble, mais on n'a pas la teneur de leurs entretiens ni la nature exacte de leur relation. Mais ils s'apprécient, et Yankelevitch sera quelqu'un qui restera très fidèle à la mémoire de Feldman. Et c'est quelqu'un qui a marqué à plus d'un titre. Jean-Luc Godard a fait un court-métrage qui s'appelle Le Dernier Mot, qui dure à peu près un quart d'heure, sur
sur Valentin Feldman. Et cette fin de Feldman l'a marqué, puisque dans ses histoires du cinéma, à la fois filmées, puisque c'est à la fois un film et écrit, on a la référence effectivement à Valentin Feldman. Et le imbécile, c'est pour que je meure, revient tout le temps, jusqu'à c'était à octobre dernier dans les mémoires d'Edgar Morin, qui, vous le savez, donc atteint sa 100e année, donc le centenaire, et a publié un volume de mémoires donc il y a peu, dit mais Valentin Feldman, c'est lui vraiment qui m'avait cette mot-là, cette formule-là, résonnait en moi, etc. Le premier texte d'Edgar Morin, je crois que c'est son nom patronyme réel, Edgar Naum, est publié en Allemagne en 1946 et cite Valentin Feldman. C'est marrant, on a presque envie de dire le premier et le dernier, même si on lui souhaite évidemment de vivre encore un certain nombre d'années, naturellement. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, il y a une sorte de retour aux sources. Et l'idée du retour aux sources n'est pas totalement anodine, puisque Pierre Billard, qui est décédé il y a quelques années, dans un de ses derniers livres, faisait une page de remerciements sur énormément de gens qu'il avait rencontrés, Buñuel, que sais-je encore, et d'autres. Et il saute une ligne, il fait « Et Valentin Feldman, par qui tout a commencé ?» Et quand je m'étais entretenu avec lui à 2 reprises, et à 2 reprises pendant des heures, un samedi après-midi entier, à discuter avec Pierre Billard chez lui à Paris, là, je voyais la flamme dans son regard de quelqu'un qui l'avait vraiment impressionné. Et de manière plus anecdotique, c'est vrai que sa formule, le imbécile c'est pour que je meure, a été reprise à l'époque, par exemple, de la guerre froide par le Parti communiste, qui avait ces martyrs de la résistance qui servaient à justifier la politique des années qui ont suivi, et jusqu'à récemment encore, puisque après l'assassinat de Samuel Paty, c'est Jacques Attali qui, dans un tweet, reprend la formule de Valentin Feldman. Donc, en fait, c'est une image que j'ai utilisée, c'est un peu une étoile morte, mais les rayons continuent à nous parvenir, en quelque sorte. Ça va encore nous arriver pendant un certain nombre d'années, mais il est marquant. Et c'est vrai que son destin est intéressant. C'est quelqu'un qui a une vie assez rocambolesque, c'est le moins qu'on puisse dire, en si peu d'années. Sur cette dernière phrase, tu fais à la fin de ton livre une recension de certaines des dernières utilisations. Donc on a « Imbécile, c'est aussi pour toi que je meurs » Henri Mougin, 1945. « Idiot, c'est pour vous que je meurs » Vercors, 1956. « Imbécile, c'est pour toi que je meurs » Claude Roy, 1969. « Bande d'imbéciles, c'est pour vous aussi que nous allons mourir » Albert Ouzoulias, 1975. « Bande de cons, c'est pour vous que je meurs » Jacques Bergier, 1976. Ma mort est la plus belle réussite de ma vie, car c'est pour vous que je meurs. Charles Tillon, 1991. C'est pour vous aussi que je meurs. Jacques Dandurin, 2003. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de cette phrase et de comment elle est arrivée un peu jusqu'à nous? Alors ça, c'est un certain mystère, effectivement, parce qu'on ne sait pas exactement comment est-ce qu'elle est parvenue. Enfin, si, on sait, mais par le témoignage d'un tiers. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'énumération que tu as faite, c'est que j'ai pris un malin plaisir à recenser toutes les fois où elle avait été reproduite, mais faussement. Puisque finalement, les gens la trouvaient tellement géniale, cette phrase, qu'ils avaient fini par la reproduire en changeant un terme ici ou là. Et là, celle de Tillon, où ma mort est la plus belle chose de ma vie, mais c'est pour vous que je meurs, c'est parce que, je ne sais plus le début du terme, mais c'est ma mort... Ma mort est la plus belle réussite. Voilà, la mort est la plus belle réussite de ma vie, c'est ce qu'il grave sur le mur de sa prison le jour où on va le fusiller, le mur de sa cellule, à Fresnes. Ce qui d'ailleurs au passage est une citation incomplète. Donc là aussi le Parti communiste parfois a réduit à ce qui l'intéressait. C'est pas un cas unique d'ailleurs au passage de réduction des ultimes paroles écrites. En revanche, la formule qu'il a prononcée, elle l'a été au moment de son exécution. Et là, c'est intéressant parce que c'est un vrai parcours de chercheur
comment est-ce que ces mots nous parviennent, hein. Donc là, il y a un questionnement sur les sources et qui est nécessaire. Donc j'en suis arrivé à des déductions qui semblent établies par un témoignage, puisque apparemment c'est l'abbé Franz Stock, qui est donc l'abbé allemand conduisant tous les suppliciés au Mont Valérien pour les secourir spirituellement. Et c'est quelqu'un qui est une grande probité religieuse et intellectuelle. C'est un jeune homme, et son magistère spirituel est terrible, puisque les Allemands, si fusilleurs soient-ils, autorisent le secours de la religion au moment d'être fusillé quand on est résistant. Et du coup, alors, c'est assez intéressant parce que les deux hommes se rencontrent. Et du coup, ils parlent philosophie, religion, ils échangent entre eux. Alors, Feldman sait qu'il lui reste quelques jours à vivre, et ils échangent avec Franz Stock. Et Franz Stock a tenu un carnet qui a été publié il y a peu de temps sur les notes qu'il avait prises, donc des gens qui l'accompagnaient. Et généralement, c'est un tel à telle heure, enfin un tel jour à telle heure, ou bien tel jour, et puis la liste, et puis l'horaire, etc. Et Feldman est l'un des rares où il met un petit commentaire. Il met un commentaire sur le fait qu'il était engagé à gauche, communiste, mais que c'était il avait une certaine valeur. Je me souviens plus exactement de la formule, mais enfin, il fait un petit commentaire dessus. Et on sait que c'est par lui que parvient ce témoignage-là. Ce qui est très étrange d'ailleurs, puisque l'épouse de Feldman, Yann, tient un journal de quelques journées dans cette époque où son désormais ex-mari est fusillé, et ne reproduit pas la formule. Elle dit qu'elle est allée voir Stock, que c'est lui qui lui apprend la mort de son mari. Donc le coup est rude, parce qu'elle vient le voir pour lui demander des nouvelles. Il dit, mais il a été fusillé hier, vous ne le saviez pas. Et là, bon, évidemment, elle prend la nouvelle comme vous pouvez l'imaginer. Et ça apparaît très tôt, parce que dès la presse de la Résistance le mentionne dès l'été 1944, alors que la libération est en train de se faire, mais n'a pas encore eu lieu véritablement. Elle est en train. Mais il y a des publications qui le restituent, qui la restituent, cette formule. Et Maurice Schumann en parle dans son allocution du 8 mai 1945, donc le jour de la fin de la guerre en Europe. Il cite son ancien ami Feldman, à qui il va vouer une fidélité, mais alors extraordinaire, hein, puisque au moment de l'érection du monument au Mont Valérien en 1997, il y a des débats à l'Assemblée, et il prend la parole au Sénat, pour dire « Je connais quelqu'un justement qui a été fusillé au Mont Valérien, Valentin Feldman, et qui avait cette parole formidable, etc. » Il est applaudi par l'ensemble de l'hémicycle. Et pour en venir à Schumann, effectivement, c'est lui qui, dans son message de 1945, je crois, ou un autre, puisqu'il le cite à plusieurs reprises, dit « Mais nous avons su par l'aumônier du Mont Valérien ces dernières paroles. » Donc on sait par ce témoignage-là que c'est Stock qui a dit finalement les dernières paroles de Feldman. Et une question subsidiaire, alors là, c'est bien, quand on résout un problème, il y en a un autre qui se présente, ça c'est bien connu, c'est de savoir si elles avaient été prononcées en français ou en allemand. Bon, la vraisemblance laisse supposer que c'est plutôt en français, pour différentes raisons, mais voilà. Le graffiti exact qu'il a fait dans sa cellule, c'est « Ma mort aura été, avec mon amour, la plus grande réussite de ma vie ». Oui, mais enfin bon, l'amour pour le Parti communiste, ça n'avait pas grand intérêt. Voilà, disons-le clairement. Et au passage, j'ai des censures comparables sur la dernière lettre de Politzer. Donc c'est pour ça que je me permets de faire un petit peu d'ironie, parce que sur un cas unique, on pourrait évidemment chipoter, hein, on pourrait... Là, tout est possible, mais on sait qu'il y a eu une censure comparable sur la dernière lettre de Politzer, avec le post-scriptum qui a été enlevé, alors qu'il y avait une allusion assez claire à la personne qu'il aimait, mais qui n'était pas la bonne. Voilà. Donc voilà, le Parti communiste, mais on le sait depuis longtemps, était très pudibond sur les histoires de vie privée et de fidélité conjugale. Donc là, je referme ma petite parenthèse, mais c'est effectivement là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait l'objet d'un culte politique, idéologique, après la guerre, justement par rapport à cette stature qui était la sienne. Culte d'ailleurs qui a été complètement refusé par la famille, puisque Léon, sa fille, a été élevée par ses grands-parents et n'ont pas participé particulièrement au culte. Il y a une rue Valentin Feldman à Dieppe, hein, par exemple. Alors elle est
dans un quartier de grands ensembles, c'est absolument mochissime, ce qui est très drôle d'ailleurs pour un spécialiste en esthétique, au passage. Il y a un décalage absolument savoureux. J'avais pris une photo, mais malheureusement je ne l'ai pas retrouvée, sinon je l'aurais peut-être mise dans le livre. Mais enfin, c'est grâce à certains outils numériques, vous pouvez éventuellement aller vérifier vous-même mes dires. Et c'est vrai que l'épouse donc l'ancienne épouse de Valentin, Yann, a refait sa vie dès l'époque de la guerre. Elle se marie avec l'un de ses anciens élèves, qui va avoir ensuite, qui est de nationalité norvégienne et qui va avoir en fait ensuite une carrière de diplomate. Et ils auront 2 enfants ensemble, dont un certain Ivar Ekland, qui n'est autre quelqu'un qui est un brillant mathématicien qui a eu la médaille Fields, qui est la plus éminente des récompenses dans ce domaine, avec qui j'étais en relation par rapport évidemment à tout cela. Et donc elle est partie, elle a suivi, elle est devenue quelqu'un qui avait, on en parlait tout à l'heure en préparant le débat, c'est quelqu'un qui avait vraiment une brillante stature intellectuelle, Yann Comity. Quand on lit quelque chose qu'elle a publié, c'est costaud, quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment de la profondeur et qui laisse complètement ça, quoi, pour faire autre chose, quoi. Et elle reverra du coup sa fille, on a presque envie de dire par intermittence, sa première fille. Et on sait qu'elle reverra Sartre dans des liens d'amitié après la guerre. Et alors, détail savoureux, alors là, est-il vrai, est-il inventé? Je le crois vrai, mais je n'ai aucun moyen évidemment de vous le prouver. C'est que Sartre lui confie le manuscrit d'origine de L'être et le néant. Voilà, il lui fait ce cadeau-là, et au début des années 70, 80, je ne sais plus exactement, 70 peut-être, elle ira le revendre à un bouquiniste à Paris. Voilà. Et donc, l'un des 2 enfants donc, de son second mari m'a confirmé l'anecdote, justement, dans un échange de mails d'il y a quelques mois, quelques semaines. Disant, oui, je me souviens très bien, j'ai accompagné maman. Voilà. Elle avait un sac à la main, et puis quand elle est revenue, il n'y en avait plus. Bon, il y avait juste le manuscrit d'origine de L'être et le néant, qui est donc quelque part, mais alors peut-être dans quelques riches collections californiennes ou ailleurs. Voilà. C'est au passage, je trouve cette anecdote assez amusante parce que c'est toute cette part de mystère d'une recherche qui est toujours par définition très incomplète. On trouve des choses et puis il y a des choses qu'on ne trouve pas. Et le plus fascinant, c'est qu'on trouve des choses mais qu'on ne peut pas exploiter. Tu parles de cette mémoire familiale et de cette famille qui ensuite passe à autre chose, enfin vit sa vie. Comment est-ce qu'on se retrouve à travailler des archives familiales comme ça, à les récupérer C'est très compliqué. C'est très très compliqué parce que là, j'ai eu à la fois une chance et une difficulté alors majeure. Mais alors, je pensais vraiment pas que j'allais être confronté à ça. Alors, j'ai eu une chance, mais alors inouïe, en tombant sur un manuscrit et la personne qui le détient, donc la fille du grand homme, etc., qui me laisse la possibilité d'envisager une biographie. Donc là, champagne, voilà. C'est formidable. Et puis, je cherche, et je tombe sur, effectivement, la liaison entre la mère de cette personne et Sartre. Et il y a des traces dans les choses publiées, sans quoi, évidemment, je ne les aurais pas découvertes. Dans la correspondance de Simone de Beauvoir, à Sartre, à Jacques-Laurent Bost, il y a des fragments, mais ces fragments, ils sont bien réels. D'autres choses ont été publiées ailleurs, par d'autres personnes. Et donc, j'ai un chapitre, comme Léon Tessandier-Feldman est quelqu'un d'extrêmement sensible, c'est quelqu'un à qui j'envoie le résultat de mes recherches. Et là, elle me demande de ne pas le publier. Donc là, situation intenable, puisque j'ai le choix entre 2 mauvaises solutions, en fait. Soit je publie quand même un travail qui est complet, mais du coup je trahis son amitié, parce que c'est devenu une amitié entre-temps, et je sais que je la blesse horriblement. Difficile à envisager.
En plus, elle m'a fait confiance, elle m'a ouvert ses papiers personnels, etc. Elle m'a ouvert une part de son intimité à elle, disons-le clairement. Et en discutant avec elle, je sens toute cette souffrance des années. Et j'ai la puce à l'oreille à un moment parce qu'elle m'avait dit il faudrait que vous fassiez un truc qui s'appellerait Histoire d'un résistant. Comme s'il fallait juste insister sur l'aspect de la fin de la résistance, et comme s'il n'y avait pas le reste en quelque sorte, quoi. Donc il y a ça. Ou bien, donc, deuxième mauvaise solution, j'accède à sa demande et je publie un texte mutilé. Et un texte d'autant plus mutilé que cette liaison est peut-être la clé du destin de Feldman. Parce qu'il y a une hypothèse que je suggère dans le livre, c'est que si ce type-là prend des risques absolument inconsidérés sous l'occupation et va y laisser sa peau, c'est peut-être aussi une forme de suicide patriotique. L'idée, de toute façon, maintenant, j'ai plus rien à perdre, on y va, etc. Donc il y a des déterminations qui sont authentiquement patriotiques, idéologiques, un amour absolument inconsidéré et total et sans retenue pour la France, vis-à-vis de laquelle il se sent redevable, cette France qu'il a accueillie, qu'il a instruit, etc. Donc c'est quelqu'un qui résiste dès l'été 40. En même temps, il y a ce désespoir qu'on lit dans son journal, ce désespoir abyssal, et qui est confirmé par des récits de témoins de l'époque. C'est pas juste une vision très subjective de ma part. Et donc, voilà, c'est peut-être une des clés de son destin. Et donc, entre publier un texte mutilé ou bien publier un texte entier, mais en blessant la personne qui m'a fait confiance, deux mauvaises solutions. Et là, pendant plusieurs années, j'ai laissé le texte de côté, quoi. Je l'ai laissé de côté parce que je ne pouvais pas choisir. Enfin, j'ai refusé de choisir, quoi. On verra bien. Et la réponse, c'est le destin qui s'en est chargé, puisque à ma grande douleur, enfin ça a été vraiment très très douloureux, Léon est décédée en 2012 d'un double AVC. Donc elle a eu un premier AVC, elle s'est remise et puis elle a été emportée quelques mois plus tard. Et elle m'a légué les papiers de son père. Donc le truc complètement improbable. Des papiers que j'entends évidemment moi-même léguer à un organisme d'archives, puisque c'est la vocation des archives que d'avoir ce type de documents. Et du coup, voilà, la route était libre, si j'ose dire. Là, je ne risquais plus de blesser qui que ce soit. Donc là, maintenant, Léon est apaisé. Et les pages 156, 166 du livre, ou quelque chose de genre-là, ne lui font plus mal, ne peuvent plus lui faire mal. Donc, mais si j'avais publié ça en l'état de son vivant, évidemment, ça l'aurait fait souffrir, évidemment, mais bien sûr. Et pourtant, les éléments qui sont dedans sont aux trois quarts des éléments qui ont été publiés par autrui, par la Beauvoir, par Marcel Schneider et quelques autres, etc. Et oui, c'est particulier. Le livre a lui-même une histoire. C'est très prétentieux de dire ça, mais parce que je suppose que tous les livres ont une histoire, hein. Mais là, en l'occurrence, il y en a une qui est assez étonnante. Et j'avais eu la chance, il y a 2 ans de cela, de pouvoir faire une communication dans un colloque à Cerisy-la-Salle sur cette aventure de comment écrire la vie de quelqu'un quand on a un certain nombre de contrariétés. Et ça, c'est vrai que ça a été une histoire absolument incroyable. Absolument incroyable. D'avoir cette personne-là qui m'ouvre l'accès, évidemment, à toutes ces ressources, et puis qui, à un moment, me dit, non, ça, on ne le publie pas. Voilà. Et puis, bon, donc, cette disparition et le cadeau qu'elle me fait. Et petite anecdote, dans les quelques cartons qu'elle me lègue, elle met des petits mots à mon intention. Voilà, des choses. Elle écrit très mal, mais je pense que c'est parce qu'elle avait dû écrire ça, je pense, entre ces 2 AVC, probablement. Et il y a un petit mot sur lequel elle écrira il est découvert, mais en même temps, il est tellement plein d'enthousiasme, etc. C'est moi qui suis plein d'enthousiasme. Hein. Voilà. Et elle parle de moi sur un petit papier que je vais lire quelques mois plus tard, après avoir récupéré tout ça. Message d'outre-tombe. On sent dans l'écriture du livre que c'est effectivement un projet qui t'a porté, qui a été important. Aussi parce que ça correspond de ce que j'ai lu à ton HDR, donc à
quelque chose aussi d'une forme d'étape? Oui, alors, bon, je n'ai pas forcément prévu de l'évoquer, mais c'est vrai que ça a été effectivement un volume sur donc la vie de cet homme que j'ai utilisé pour passer ce qu'on appelle donc une HDR, une habilitation à diriger les recherches, qui est donc une compétence universitaire, et que j'ai passé d'ailleurs l'année dernière, en visio déjà à l'époque, puisque nous étions dans les mêmes contextes qu'aujourd'hui même. Et c'était assez amusant parce que du coup j'ai enlevé tout ce qui, dans le style j'ai essayé de rendre ça un peu plus universitaire, le texte étant déjà prêt, j'ai essayé d'enlever un peu les facilités de langage, dirons-nous, voilà, de manière à ce que ce soit quand même un peu plus sérieux. Mais en même temps, c'est vrai qu'un texte comme celui-ci m'a semblé assez dynamique, actif, raconte quand même un certain nombre de choses sur l'époque, et qui est une époque passionnante, hein, les années 30 et 40. Hein, et je pensais que ça pouvait être un sujet effectivement intéressant, au-delà de l'exercice que tu mentionnes, mais de cette existence effectivement liée aux grands enjeux de l'époque, effectivement. Oui, ça me semblait même encore plus important finalement que l'exercice imposé de l'HDR. Mais oui, en effet, ça fait cet objet-là, oui. Et alors, pour les futurs lecteurs, c'est un livre extrêmement dense qui demande une lecture attentive et lente. Mais c'est parce qu'il y a énormément de choses dedans. C'est pas du tout une écriture délayée, c'est pas du tout... et on sent qu'il y a tout ce qui arrive dans la discussion là, c'est-à-dire la réflexion sur les sources, sur les moments où on ne sait pas, sur les vides, sur des vies qui tout d'un coup affleurent, mais on aimerait pouvoir en parler. Tout à l'heure, je te disais que une biographie de Ian Feldman Committee, oui, tout à fait, serait absolument passionnante sur des femmes qui étaient complètement brillantes, et qui ont pu exister comme ça, très libres, très... dans des univers très masculins. Dans des univers, rappelons-le quand même, très parce masculins. Que c'est vrai, et où effectivement, avoir sa place ne va en aucun cas de soi quand on est une femme. Oui. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement marquant. Et on a cette... c'est intéressant parce qu'effectivement, cette recherche en ouvre sur d'autres, et avec effectivement ce personnage très énigmatique de l'épouse, la femme libre, quelqu'un qui est à côté, puis qui s'éloigne peu à peu, et en effet. Bon, ceci dit, on va peut-être passer le micro si jamais il y a des gens qui... On va vous laisser réfléchir à vos questions, qu'il va falloir nombreuses, mais dans cette vie très riche. Peut-être je t'avais proposé de lire un texte de Feldman. Oui. Si tu es prêt à te plier à ce petit exercice, parce qu'il y a une très belle écriture de Feldman qui est abondamment citée dans la biographie. Ça vous permet de réfléchir à vos questions. C'est quelqu'un qui, en fait, durant toute la procédure sur la mise à l'écart par Vichy, est quelqu'un qui essaie de prendre de la distance avec un humour qui est assez inattendu et qui révèle une force de caractère hors du commun. Et donc, alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le statut des Juifs de Vichy est double, c'est-à-dire qu'il y a celui d'octobre 1940, qui les met évidemment comme un citoyen de seconde zone, et c'est peu de le dire, hein, c'est même bien au-delà de ça. Mais il y a celui qu'on oublie toujours, qui est le statut de juin 41, qui, lui, les exclut totalement, avec d'ailleurs le début du recensement, qui sera très utile, hélas, un an plus tard pour la rafle du Veldiv. On sent que là, tout ce qui est recensement et compagnie va servir. Et Feldman, à cause de son espèce d'imbroglio des origines
échappe à la surprise générale au statut des Juifs d'octobre 40, ce qui fait qu'il est menacé perpétuellement d'être révoqué, mais va faire l'année scolaire complète, et lui-même en est le premier étonné. Et le statut de juin 41 l'envoie irrémédiablement hors de l'administration et de la société française, et donc du professorat. Et au passage, d'ailleurs, on doit la décision à un éminent historien qui n'est autre que Jérôme Carcopino, qui, de sa blanche main, signe l'arrêté d'expulsion de l'enseignement concernant Feldman. Carcopino, l'histoire de la romantique, paru en 1937, avec quelques référentiels, si j'ose dire, contemporains, voilà, à la période d'écriture, dirons-nous. Voilà. Et donc Feldman s'en va, et il décrit dans son journal qu'il est allé au lycée donc, de Dieppe, où tout le monde pleurait sauf lui. Donc tout le monde était en pleurs, parce que bon, il est très charismatique. Ça fait toujours un peu curieux de dire ça, mais c'est quelqu'un qui est très charismatique et ça a été effectivement relevé dès l'époque. Et dans un courrier qui n'a pas été conservé, la lettre d'origine ne l'a pas été, mais qui l'a été en fait dans une reproduction d'un ouvrage, il y a la lettre de son départ au principal, donc au chef d'établissement du lycée, et elle vaut son pesant d'or. Je me permets de vous la lire. Monsieur le principal, les dispositions de la nouvelle loi que vous voulez bien porter à ma connaissance mettent le terme à l'irritante et incertaine situation qui n'avait que trop duré. Je ne puis prouver que j'ai appartenu aux confessions catholiques ou protestantes, les seules reconnues par la loi de 1905 si mes souvenirs scolaires sont exacts, pour l'excellente raison que dans ma famille, il n'y a eu que des juifs et des orthodoxes et que moi-même, j'ai été israélite puis orthodoxe. L'Académie de Caen sera donc libérée de ma présence et l'Université de France, par la même occasion, se trouvera enfin purifiée. Ainsi soit-il. Le plus savoureux dans cet état de choses, c'est que vis-à-vis des autorités allemandes et françaises, ma situation se retrouve renversée. J'ai débuté autrement que je ne finis, juif pour les Allemands et non pour les Français en octobre. J'ai été pendant quelques semaines non-juif aussi bien pour les uns que pour les autres. Me voici juif selon le texte élaboré par M. Xavier Vallat, alors que je ne le suis point selon les ordonnances des occupants qui ne demandent pas aux demi-juifs d'avoir été catholiques ou protestants. Cette dialectique juridique en matière raciale est bien plaisante. Si je possédais cet esprit d'aventure et de vagabondage que je suis censé d'avoir par la vertu des textes, il ne me resterait somme toute qu'à demander un poste dans une université allemande. Avouez que c'est magnifique. Malheureusement, je ne suis pas tel que je devrais être. Je ne tiens guère à quitter la France, que j'aime d'un amour qui aura été sans doute le seul amour malheureux de ma vie, et je me contenterai d'aller en septembre à Paris pour y trouver quelques places de plongeur. J'aurais préféré être garçon de café, mais tout contact avec le public me sera, je crois, interdit. D'ici là, je ferai bien un saut jusqu'à Dieppe et je passerai vous faire mes adieux, ainsi qu'à M. Charlie. Puis-je vous prier de ne parler encore de cette histoire à personne, en dehors du collège, sauf à M. Recteur, naturellement. Non que j'éprouve la moindre honte, mais je voudrais passer mes derniers jours à Dieppe sans recevoir de condoléances. Le genre victime est entre tous détestable, et je ne tiens guère à faire ma petite victime au restaurant ou sur la plage. Je profiterai de mon dernier jour pour apprendre à quelques amis que j'ai eus dans cette charmante petite ville, dont je garderai un excellent souvenir, de quelle monstrueuse présence ils seront si heureusement débarrassés. Car je crains bien qu'ils n'en s'en soient guère aperçus dans leur très grande naïveté. Recevez, monsieur le principal, l'expression de mes sentiments respectueusement, et du reste très bientôt inutilement, dévoués, Valentin Feldman, PS, mon meilleur souvenir. Avez-vous des remarques, des questions à poser, des précisions ? Est-ce que vous pouvez évoquer peut-être la portée internationale de son œuvre ou alors les travaux qui ont pu être faits sur ce dernier ? Alors tout à fait. Au niveau international, sa portée est faible, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment une stature française et qui la conserve encore aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que son œuvre parue en 1936 sur l'esthétique a été commenté en 1944 par le peintre belge René Magritte, qui est quelqu'un qui a été sensible, et que par ailleurs, elle a fait l'objet d'une traduction en italien juste après la guerre, l'Estetica Francesa Contemporanea, donc en 1945 à Milan, parce que les Italiens s'étaient intéressés effectivement à ce qu'il avait pu écrire sur l'esthétique française. Donc on a une traduction en italien après la guerre. Après, son œuvre n'a pas été tellement
reprise par la suite. Mais en revanche, ces derniers mots ont un peu plus de portée internationale. Et c'est à la fois juste après les faits, donc après la guerre, ou aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après les faits, en 1946, il y a 2 ou 3 recensions dans des revues américaines de gauche. Je crois même qu'il y a une recension dans le New York Times en 1946, donc de « Imbécile, c'est pour que je meure ». Et plus récemment, il y a eu des reprises de cette formule-là, à la fois dans le printemps arabe, je crois que c'est en Tunisie, où quelqu'un l'a reprise. Alors dans un contexte qui est différent, mais avec évidemment la portée du mot. Et j'ai trouvé, il y a quelque temps de cela, je crois que c'était juste avant l'édition du livre, il me semble avoir mis dedans, je crois que c'est la dernière référence que j'ai pu mettre dedans, donc à la fin de l'année dernière, une traduction avec un commentaire en turc, avec une traduction telle quelle effectivement de la formule qui était commentée effectivement à l'étranger. Donc là, je pense que l'œuvre n'a pas grand impact parce qu'elle n'est pas très conséquente, mais le imbécile, c'est pour que je meure, a finalement une audience, pour quelqu'un qui est si peu connu que Feldman, a une audience finalement plus internationale qu'on pourrait le penser de prime abord, oui. Peut-être juste sur les travaux historiques aussi de nos jours dans d'autres langues, est-ce qu'il existe des choses Alors, pas tellement, mais en français, il y avait quelqu'un avec qui j'avais travaillé. C'est pas exactement, malheureusement, la question que vous posez. J'aurais aimé vous dire oui, dans telle étude, il y a telle ou telle personne. Mais c'est quelqu'un que l'on redécouvre en France par rapport à des chapitres qui jusqu'à présent n'étaient pas très connus. Et alors, par exemple, une chercheuse qui s'appelle Isabelle Guarnet avait fait un essai aux presses universitaires de Rennes il y a quelques années sur l'introduction du marxisme en France dans les années 20. On était en contact pour justement autour de Feldman, qui était quelqu'un qui avait contribué à ce genre de choses. Et là, c'était par rapport non pas à une réalité étrangère et des chercheurs étrangers, parce qu'en l'occurrence, elle est française, mais par rapport à la greffe, finalement, d'une idéologie, de structure militante venue de l'URSS en France dans les années 20. Donc, c'est pas naturellement tout à fait la question que vous me posez, mais on sent qu'il y a des relations qui peuvent exister. Mais à ma connaissance, et j'ai utilisé effectivement des références étrangères, naturellement, le nom de Feldman n'apparaît pas véritablement, mais il apparaît, et c'est presque inexorable, pour ces derniers mots, qui eux sont traduits. On les trouve traduits en allemand, en italien, en anglais évidemment, sur Internet. Là, c'est un exercice qui est très simple à faire sur un moteur de recherche et on trouve des références. Mais c'est vraiment sur ces derniers mots, pas tellement sur son œuvre lui-même, ni sur son personnage, parce que avant cette biographie, le personnage finalement est assez peu connu. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ses liens avec les groupes résistants quand il est passé dans la clandestinité? Et j'en profite pour vous remercier pour l'action exceptionnelle que vous faites en lycée, avec les lycéens. Et c'est pas toujours évident. Je suis l'incognito. Oui, l'action dans la résistance. Alors c'est quelqu'un qui s'engage tout de suite. Et alors là, il y a un élément qui a été relevé dans le journal de guerre, parce que le journal de guerre étant une source publiée, du coup maintenant elle peut être utilisée par des historiens pour leurs propres recherches, ce qui est toujours évidemment tout à fait utile. C'est à la fois réconfortant quand on est à l'origine du projet, mais c'est surtout utile en réalité. Et il écrit à la date du 14 juillet 1940, là il y a comme une formule qui est assez intéressante, il a cette formule 14-7, donc 14 juillet en 1940, donc c'est un soldat vaincu de la guerre, il s'est pris les bombes, il n'a jamais combattu lui-même, mais il a été sous les bombes allemandes, la France est en déroute, et il écrit, c'est les seules notes donc, de cette journée-là, « Je suis arrivé à l'entracte, puis j'ai passé ma mauvaise humeur à graver sur un morceau de bois un « non », entre guillemets. Et cette formule-là est citée comme étant parmi les pionniers donc, de la résistance, les gens qui n'ont pas pu accepter à aucun moment de voir
c'est à la fois le fait de ne pas accepter la défaite, de ne pas supporter les Allemands et de vouloir agir. On a considéré que c'était en gros ce trio de ressentis et de choses déterminant la résistance. Et durant l'été, il y a un texte très intéressant de lui où il a la tentation finalement de se désengager, en disant mais je suis archiviste dans un château au fin fond du Limousin parce que c'est là que son unité a atterri. C'est complètement inattendu, je suis avec un vieux nobliau dont je trie les papiers. Au passage, j'ai été incapable de retrouver l'endroit, alors que je connais pourtant bien la région, donc je ne sais pas où c'est. Le château du Plénard, en Limousin, voilà. J'y ai passé du temps, j'ai pas réussi. Et donc cette personne qui comprend déjà que les temps vont être rudes, puisque déjà dès l'été 40, il y a déjà tous les textes de presse, avant même qu'il y ait le statut des Juifs, sur ceux qu'il va falloir faire payer, etc. Et là, il a dit, bon, allez, la France et moi, nous sommes quittes. Il l'écrit, nous sommes quittes. Et puis, il repart en zone nord, et puis il est décidé à agir. Et en fait, tout de suite, on sait que dès le mois de septembre probablement, et en tout cas attesté en octobre, il est agent de liaison, il renoue des contacts à Paris avec les camarades du parti, il fait partie des gens qui vont s'engager comme agent de liaison, donc apporter des tracts, etc., d'un endroit à l'autre. Il est nommé à Dieppe, donc il était auparavant avant-guerre à Fécamp, donc il connaît un petit peu la région, et il amène des tracts donc, dans ses affaires. Un jour d'ailleurs, il manque d'être pris à la gare, et il y a un contrôle, et il a une valise qui est remplie de tracts. Et le commissaire de police lui dit « Ah non, lui, laissez-le passer, je le connais. » Parce qu'en fait, c'est un professeur du lycée. Il se trouve qu'il joue régulièrement avec le commissaire en question aux échecs, au café, etc. Et ce jour-là, coup de peau, voilà, les coups de peau. Alors, la chance finit par tourner, évidemment, mais bon. Et alors, on le charge, donc le parti le charge de faire le journal local. Alors, c'est vrai que l'avenir normand clandestin, c'est pas très évocateur, c'est vraiment une petite feuille locale, mais enfin, il faut bien la faire. Et ils envoient ça. Alors, moi, les premiers exemplaires que j'ai retrouvés sont du mois de mai 41, mais avec une numérotation qui laisse supposer que ça arrive à peu près en février 41, donc bien avant l'attaque de l'URSS. On dit que souvent que les communistes ont résisté à partir de l'attaque de l'URSS, en juin 41. Sur le terrain, ils ont été nombreux à pas attendre. Alors d'ailleurs, l'une des camarades de lutte de Feldman me disait oui, juin 41, c'est bien parce que ça venait clarifier les choses, voilà, au moins. Mais comme elle disait, on n'a pas attendu. Autant il y a eu des atermoiements qui sont maintenant bien documentés de la direction du PCF, en particulier en juin-juillet 40, avec une tentative hasardeuse de faire reparaître l'humanité où ce soir sous contrôle allemand. C'est très bien documenté aujourd'hui, c'est absolument pas une légende, on a les éléments, les archives, etc. Mais la base communiste ne peut pas supporter, après des années d'antifascisme, de voir les Allemands, et au passage, je tiens à le préciser, en particulier en zone nord, là où ils sont. C'est-à-dire qu'en zone sud encore, ça peut paraître un tout petit peu abstrait, mais en zone nord, ils sont là. On les voit, on les entend, on les subit. Et donc, du coup, il est chargé par la direction du parti de faire le journal donc, de l'endroit. Il le fera pendant 1 an. Et pendant 1 an, c'est un duel sanglant avec l'éditorialiste de la Vigie de Dieppe, Louis-Marie Poulain, qui est un pétainiste convaincu, vice-président du syndicat de la presse quotidienne régionale, et qui finira dans les années 80 ou 90 comme le responsable de la lettre de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Et on a un duel sanglant entre Feldman et Poulain qui s'envoient des amabilités par intermédiaire des journaux légaux et autorisés d'un côté et puis clandestins de l'autre. Et dans les autres actions, il a probablement contribué à la revue, qui est la première grande revue intellectuelle qui s'appelle La Pensée libre. Alors en 1939, il y avait La Pensée qui avait été lancée par des jeunes intellectuels communistes comme Georges Poyser, dont j'ai déjà abondamment parlé, Jacques Decour, Jacques Solomon, etc., qui sont donc des intellectuels marxistes, etc., qui veulent diffuser la pensée marxiste en France. Il y a quelques numéros légaux en 1939, et puis c'est tout de suite la guerre. Et cette première grande revue intellectuelle voit le jour, et certains indices laissent supposer que Feldman y a participé, mais on n'en a aucune preuve. Mais quand on lit certains passages où il parle de la guerre civile en Russie,
sachant que Politzer était hongrois et les autres français, ça peut probablement venir de lui. En tout cas, c'est une hypothèse que j'aimais. Et puis, dans les entretiens que j'ai eus avec des gens qui ont fait la résistance sur le terrain avec Feldman, il y a la volonté d'agir. Donc là, on les voit en train de se dire, mais comment on fait? Alors ils imaginent par exemple de planter des seringues avec de l'acide dans les pneus des véhicules, mais il faut que ce soit un peu lent pour pas qu'ils soient découverts. Il y a l'idée de fabriquer un explosif à retardement, mais les dosages sont pas bons, aucun d'entre eux n'est chimiste, donc ça marche pas. Ils font des essais dans un lavabo, etc. L'occasion fait le larron aussi, puisque Feldman est probablement le seul intellectuel que je connaisse de la période, et Dieu sait s'il y en a, à avoir tué un Allemand, quoi. C'est quelqu'un qui, un jour, à la sortie de l'un des tripots des quais de Dieppe, après le couvre-feu, se trouve nez à nez avec sa camarade de lutte, avec 2 Allemands. On ne sait pas si c'est 1 ou 2 Allemands, mais probablement 2 Allemands. Et là, il y a un corps à corps entre les 2 résistants et les 2 Allemands qui sont complètement ivres et qui se battent quand même. Et les 2 Allemands sont projetés dans la Darse, dans le bassin. Et le lendemain, on remonte leurs cadavres. Et ça, l'anecdote que je n'ai pas réussi à dater, mais elle est à peu près... on sait à peu près quand est-ce qu'elle a dû se produire, automne, hiver 41 à peu près. Cette anecdote a été prouvée par... Enfin, il y a plusieurs récits qui l'établissent, avec des gens d'horizons différents. Ils disent oui, tout à fait, ça s'est passé comme ça, telle personne, c'était avec Lucien Lemaire, etc., grande figure de la résistance à Dieppe. Et donc voilà, Feldman a contribué à ce genre d'action, ce qui n'est pas... C'est pas anodin, quoi, hein. Lui qui rêvait de la philosophie de l'action, là, il a été servi, quoi. Et puis en février 42, il est clandestin, ce qui est une étape supplémentaire. Alors oui, parce qu'après avoir été viré de l'enseignement, il est dans un cours privé, puisque le statut des Juifs n'empêche pas d'enseigner dans le privé. C'est comme la grande magie de la législation antisémite de Vichy. Vous avez le droit d'enseigner dans le privé. Donc il y va, dans un cours privé, puis il a quelques élèves, et puis au bout de quelques semaines, il s'en va. Et là, il rejoint Rouen, la grande métropole résistante, et dans les réseaux communistes de l'époque. Et là, il se met en danger. C'est quelqu'un qui a des défauts absolument consternants. C'est-à-dire qu'il veut tellement de l'héroïsme qu'il va un jour faire une première mission, parce qu'il ne sait pas tirer avec un revolver, donc il faut lui faire des choses, mais il veut à tout prix être sur le terrain. Donc il va peindre avec une résistante une responsable de la résistance, il va peindre des slogans sur l'arrière d'une caserne allemande. Et puis à la fin, il prend le seau, il le balance par-dessus le mur, ça fait un raffut absolument incroyable. Après, il prend une pierre, il va briser des vitrines où il y a des photos d'Allemands pour protester contre cette collaboration un peu latente de certains commerçants dans des rues. Et la résistante qui est avec lui est une dame que j'ai rencontrée et qui, quand elle me racontait cela, en était mais encore atterrée 70 ans plus tard. Elle était sidérée, mais en disant, mais je la vois en train de dire mais ça se fait pas, ça se fait pas. Et c'était l'ancienne présidente française des déportés françaises d'Auschwitz, donc une sacrée personne, Madeleine Audru, née d'Issoubré. Et je vous assurais que c'était quelqu'un, il lui en fallait plus pour l'impressionner. Et je la revois encore 70 ans après, absolument consternée. Et c'est la même qui, en 1945, dit écrit dans un article de la presse de l'Avenir normand légal d'après-guerre, oui, Valentin Feldman était un incroyable meneur d'hommes, adapté à toutes les situations, quelqu'un d'absolument incroyable. Enfin voilà. Et là, on est évidemment dans la légende a posteriori. Et pour Feldman, ça se termine avec un sabotage d'une usine de métaux en février 1942, où là, il est arrêté, peut-être trahi, même sans doute trahi, comme ça arrivait fréquemment à l'époque. Et là, c'est la fin, quoi. Là, c'est fini, quoi. C'est fini, puis quand on voit la manière dont il se met en danger, on sent que c'est quand même quelqu'un qui a compris que l'histoire se finirait sans lui. Peut-être pour compléter sur avant l'entrée en résistance, tu soulignes le fait que c'est à ta connaissance en tout cas, le seul intellectuel communiste engagé volontaire. Oui.
Oui, en pardon, France. oui. Donc pendant la drôle de guerre, il s'engage dans l'armée alors qu'il avait été réformé auparavant. C'est quelqu'un qui pleure, mais au sens le plus exact du terme, quand il apprend le pacte germano-soviétique. Et alors il y a le libraire José Corti à Paris a laissé des mémoires, hein, qui sont d'ailleurs un très beau texte, les mémoires désordonnées de José Corti, où il parle de Feldman avec beaucoup de flamme et d'affection. Corti a 15 ans de plus que lui, un peu comme Bachelard, c'est la génération du dessus, quoi. Et il parle des larmes de Feldman, et quelqu'un qui était anéanti parce qu'en gros ses dieux étaient morts. Feldman est un stalinien, hein, disons-le très, très simplement. C'est quelqu'un qui est dans la ligne, qui voit les mérites du camarade Staline, qui est très dans la ligne d'ailleurs au moment de la guerre d'Espagne. Et là, cette volte-face du pacte l'anéantit. Et puis il se ressaisit, et c'est quelqu'un qui effectivement va à nouveau avoir le souci d'être plus dans l'analyse, la prise de distance, le recul. Et ça, c'est quelque chose qu'il va toujours avoir, effectivement, de ce point de vue-là. Alors, il y avait juste une question. Pour terminer là-dessus, j'avais relevé, avant de passer la parole, un texte qu'il a écrit à ce moment-là. Il dit « Je sens qu'en acceptant la guerre, je suis complice de toutes les saloperies dont la conscience, la seule conscience, entraîne mon adhésion aux valeurs qui m'obligent à accepter la guerre. Tout cela n'est pas nouveau, pas plus que l'histoire de cet homme civilisé, qui un jour combattit contre la barbarie par des moyens barbares et qui est devenu barbare lui-même. Ou devenir barbare en combattant la barbarie, ou accepter la barbarie. Tout est là. » Et après, il reçoit la Croix de guerre pour son... Oui, il est médaillé de 40, effectivement, pour son courage au front. Et alors, juste, ça m'a fait penser, là, ce que tu disais. En fait, il y a quelqu'un dont il est assez proche, c'est Camus. Non pas en termes de proximité de connaissances, hein, ils ne se connaissent pas l'un l'autre, mais Camus est engagé volontaire, malgré sa tuberculose, en 1939, à ceci près qu'il n'est plus communiste depuis 1937, puisqu'il l'a été entre 1935 et 1937, mais il ne l'est plus. Et ce sont deux intellectuels qui se posent la question des moyens, en disant ce que l'on combat, c'est la pire des choses, c'est le nazisme, mais quels moyens doit-on accepter ou peut-on accepter pour le faire? Et dans les carnets de Camus, il y a des choses qui sont assez proches, effectivement, à ce moment-là. Après, il y a des choses très différentes, mais à ce moment-là, effectivement, sur cette attitude. Et d'ailleurs, au moment où il reçoit la Croix de guerre, il dit « Et la Croix de guerre en souvenir, de quoi impressionner vos gosses si vous en avez fabriqué pour la prochaine. » C'est ça. C'était une question, puis qu'on amène une autre après, c'est la teneur de l'essai sur l'esthétique. Oui. Sur le fond, est-ce qu'il y aurait, vous avez cité Bachelard, est-ce qu'il pourrait y avoir une parenté avec Benjamin, on ne sait pas, ça coïncide les dates, et enfin la teneur sur le fond, et après, par définition, déjà un essai sur l'esthétique française, donc il n'est pas dans le corset de la pensée du réalisme socialiste. Alors, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Et là, c'est par rapport aussi à une dimension qui est un héritage universitaire, qui est que, par exemple, la philosophie allemande s'est beaucoup plus intéressée à l'esthétique que la philosophie française, et avec un certain nombre de réticences, de freins, etc., qui font que c'est une discipline qui, en réalité, a été peu traitée jusque-là. Et du coup, Feldman, dans la nouvelle encyclopédie là, de Félix Alcan, fait vraiment un petit ouvrage très didactique et qui entend presque rattraper le temps perdu d'une certaine manière. C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de références, avec des références à des peintres comme Puvis de Chabannes, des références très anciennes, très académiques, mais qui ont pu correspondre à une forme des référentiels esthétiques du 19e siècle, de la Troisième République. Et c'est pour ça qu'on trouve, en le disant, que ça a vraiment très vite vieilli, hein, ce genre de propos. Mais ça a aussi le but de combler un ouvrage qui, en l'occurrence, n'était pas disponible à ce moment-là. Et ça fait presque un peu penser à un que sais-je. Hein. On est sur une démarche là qui est assez proche, avec comment dirais-je, une sorte de classification, et qui d'ailleurs
prétend, dans ce qui va donner un certain nombre de critiques de ces lecteurs installés, vouloir prétendre définir les contours d'une science esthétique que lui estime possible dans une démarche matérialiste. Il ne dit pas évidemment cela tel quel, hein, mais enfin on comprend son intention. Et là, on sent qu'il y a quand même des gens qui se cabrent par rapport à cette vision. C'est dit en des termes très choisis et mesurés par les éminents critiques des revues très installées qui vont faire un compte-rendu de l'essai. Mais on sent que ce n'est pas forcément la référence qui les intéresse plus. On est plutôt sur des notions empiriques, des notions qui font référence à Descartes ou à des références quand même beaucoup plus classiques. Et on sent que Feldman, de son côté, aimerait bien aller vers des choses qui sont un peu plus dans l'air du temps. On peut dire ça comme ça. Oui, principalement. Oui, principalement. Et ça a été relevé, je ne sais plus par quelle critique, dans une des critiques qui dit que vraiment c'est pratiquement... Alors c'est quelqu'un qui est très, si ce n'est trop respectueux des références. Alors par exemple, un détail qui est très simple, c'est qu'il cite alors des dizaines de fois Victor Bach, parce que Bach est la référence universitaire de l'esthétique à cette époque-là. Et donc là, on souffre évidemment de références plus récentes. Oui, Benjamin en particulier, avec des textes mais qui sont en train de paraître de Bachelard mais qui n'a pas pu intégrer. Bachelard, c'est cruel. Il y a une note de fin de page, de bas de page, 2 ou 3 pages avant la fin, quoi. Donc là, c'est assez cruel. Et l'une des critiques, justement, disait que Feldman retrouvait un petit peu de spontanéité face à un exercice un peu trop pédagogique dans la conclusion où il essayait de dresser quelques perspectives de manière encore un peu timide et respectueuse, mais que ça venait vraiment très tardivement et que là, c'était vraiment une classification, il n'y a vraiment pas d'autre terme, quoi. Et il y a un texte qui est beaucoup plus intéressant, c'est un compte-rendu de l'exposition Van Gogh en 1937. C'est dans le cadre de la grande exposition, évidemment, de 1937. Et donc, il y a une très grande exposition consacrée à Van Gogh. Et là, dans Clarté, il fait un texte absolument magistral sur l'expo Van Gogh. C'est trouvable en ligne, d'ailleurs, sur Gallica. Et là, il y a davantage de choses qui sont... il s'exprime plus librement, en quelque sorte. Ça, c'est vraiment le texte intéressant. Et puis, les quelques perspectives aussi sur cette esthétique du lait dans des textes de travail, où on sent qu'il a un sens du détail et de l'observation. Et on le voit d'ailleurs dans son journal de guerre, où il est capable de faire des descriptions de lieux avec des images, que ce soit sur les canaux de Venise, les villes reconstruites du nord-est de la France. Et il y a parfois une fulgurance au détour d'une phrase qui sont absolument admirables. Et le journal de guerre laisse entrevoir, ce qui est fascinant quand on connaît la suite, laisse entrevoir évidemment ce qui aurait pu advenir, mais qui ne s'est pas produit. Ah, pour le commissaire, oui, je me suis posé la question. Alors, comme il y a beaucoup de résistance communiste et que ça ne se fait pas de cadeaux en scène inférieure, et surtout on est en 42, qui est quand même la grande... Enfin non, c'est 41 peut-être l'arrestation manquée, mais c'est pas non plus forcément garanti. Et j'entends par là le fait que 42, c'est quand même... c'est l'année du carnage intellectuel de la résistance. Quand on voit ceux qui passent en 42, on est sidéré. En dehors de Feldman, Decour, Politzer, Solomon, c'est des noms qui ne nous évoquent pas forcément grand-chose aujourd'hui, mais qui sont des gens extrêmement importants. Et c'est vrai que Boris Vildé, etc. Enfin, il y a 41-42, c'est un carnage. Hein. Ça va laisser quand même des traces extrêmement meurtrières et profondes dans l'intelligentsia, quoi. Oui, rapidement, un commentaire et une question. Le commentaire, parce que vous avez dit tout à l'heure que le livre pouvait être parfois difficile à lire. Il est dense, voilà, qu'on le lit lentement, etc. Moi, je l'ai fini avant d'arriver ici et je l'ai trouvé justement très intéressant et j'avais envie d'y revenir le soir pour le continuer parce que
justement, ça n'est pas l'histoire d'un résistant, ça n'est pas l'histoire d'un philosophe, ce n'est pas l'histoire d'un père, d'un mari, etc. C'est tout ça à la fois. Et on va vraiment, tu nous permets d'aller à la rencontre de quelqu'un, et avec toute sa complexité. Et c'est ça qui est vraiment très agréable et qui permet de continuer qui rend agréable la lecture du livre. Sur la question, c'était son passage du socialisme au communisme, parce qu'il a été... Ah oui, ça c'est le à la mystère. SFIO. Ouais, ça c'est le mystère. Est-ce que pour toi, elle est plus induite par les événements, notamment la guerre d'Espagne et l'abandon de la France par rapport aux républicains espagnols, ou par son chemin philosophique, le matérialisme, etc. Alors c'est étrange parce que c'est quelqu'un qui participe aux travaux, j'en parlais tout à l'heure, là, du début des années 30 sur l'Académie matérialiste à Paris, le cercle Russie-Neuve, et ce sont à la fois, c'est en relation avec l'ambassade du RSS, hein, donc c'est vraiment des éléments qui sont très installés et qui en même temps ouvrent sur des intellectuels qui volontairement n'ont pas leur carte du parti, de manière à montrer une nébuleuse active et sympathisante. Et Feldman est là-dedans, dans une des commissions d'ailleurs de l'association. Et au début des années 30, il a de grandes discussions avec ses contemporains sur communisme et socialisme, avec des gens comme Robert Marjolin, qu'on retrouvera plus tard, aux côtés de Raymond Aron à Londres, et puis ensuite Marjolin, il sera jusque dans le cabinet de Raymond Barre dans les années 70, c'est assez amusant de voir le parcours. Donc ils sont sur ces discussions-là, et effectivement il adhère à la Fédération socialiste de la Seine de Jean Ziromski. Alors Ziromski, c'est le plus à gauche, si j'ose dire, dans la, comment est-ce qu'on peut dire ça, dans l'orthodoxie socialiste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tout à fait en accord avec le parti, donc il ne cherche pas à faire sécession par pacifisme ou se démarquer comme le fera par exemple Paul Faure, mais il est dans le combat socialiste, mais il est dans un compagnonnage avec les communistes, avec l'idée qu'il puisse un jour y avoir une réunification possible, il le pense, en tout cas il ne l'écarte pas. Et donc, Feldman, dans cette fédération-là, par qui a-t-il influencé? Peut-être par Bach, qui était lui-même socialiste, et sympathisant communiste, mais n'a jamais été communiste. Peut-être par Lévi-Strauss, qui était à un moment le dirigeant, je crois, des jeunesses socialistes. Il faudrait que je vérifie le détail, mais en tout cas, il a eu un rôle de dirigeant, à défaut peut-être de l'être lui-même totalement, mais il était parmi les dirigeants d'eux. Il adhère en 1937, on ne sait pas à quel moment, au PCF de Feldman, et de ce que j'en ai supposé, c'était par exemple les déceptions de l'expérience du Front populaire. Donc l'Espagne, évidemment, la fameuse pause sur les réformes, la fusillade de Clichy ou que sais-je encore. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il y a un sale moment en 1936-1937. On évoque souvent le moment du Front populaire comme étant quelque chose avec beaucoup d'espoir et de réalisation. C'est pas que des espoirs, il y a aussi des réalisations tout à fait conséquentes. Et puis il y a la retombée à partir de l'automne dans un certain nombre de domaines, et puis qui va se confirmer au printemps suivant, et puis la démission de Blum. Et là, peut-être qu'avec l'idée que ça n'agit pas suffisamment, toujours cette philosophie de l'action, c'est probablement ce qui l'amène à se tourner vers le communisme. Et dans une critique du bouquin, l'historien Sylvain Boulot, qui connaît très bien le Parti communiste, suggère que probablement Feldman devait même peut-être l'être avant l'adhésion, mais comme si c'était une officialisation. J'en ai évidemment pas eu la connaissance. J'ai cherché, mais je n'ai pas réussi à trouver le renseignement. Et ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il est dans la ligne. Quand on est sur des textes, par exemple, de 36-37, c'est quelqu'un qui critique l'action des trotskistes en Espagne parce qu'il favorise le fascisme. Et ce genre d'attaque contre l'extrême gauche révolutionnaire est quelque chose que l'on retrouve à la même époque dans les publications communistes, dans le contexte de la guerre d'Espagne. Donc il est dans la norme, c'est quelqu'un dans la ligne, pardon. C'est quelqu'un qui est très fidèle à Staline, au Parti communiste, à ce modèle qui s'édifie en URSS alors qu'il l'a quitté et qu'il ne sait plus exactement à quoi ça correspond, lequel modèle est en train de foudroyer au même moment un certain nombre de ses proches, dans sa famille et ailleurs. Voilà. Pierre-Frédéric, on va devoir laisser souffler ton auditoire. Moi aussi.
Effectivement, n'hésitez pas à aller dans le livre qui est très riche, qui est peut-être un meilleur terme à utiliser, et très passionnant parce qu'effectivement, il y a toute une, enfin, je pense que vous l'avez senti, il y a toute une époque qui réapparaît et qui vit à ce moment-là. Merci beaucoup de l'avoir écrit. Merci à vous. Merci à On vous. se revoit pour le prochain. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir été là aujourd'hui. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre avec Pierre-Frédéric Charpentier, auteur du livre Imbécile, c'est pour vous que l'on meurt, paru aux éditions CNRS, enregistré samedi 19 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche. Réalisation et mise en onde par Radio Radio. Oh, what makes me be? Do you believe me, child?